Et nous pouvons démarrer. Ok, donc je vais juste rapidement introduire en fait cette petite séquence inédite. Euh, donc c'est une démarche que nous vous proposons dans le cadre du pacte culturel de territoire que l'Agnon Trégor Communauté a signé avec le département, la région et la DRAC, où l'objectif c'est vraiment de former une communauté d'acteurs sur le territoire qui soient formés et qui se retrouvent autour de la notion de droit culturel, qui est une notion qui est pas forcément facile à saisir, même si souvent, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on peut être très très actif en matière de droit culturel sans forcément le savoir, un petit peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Parce qu'il y a la théorie et la pratique, on va dire, mais on reviendra dessus. Ce webinaire, il est là pour introduire et présenter justement une session de formation qu'on organise début juillet avec l'UFISC, donc avec Patricia Collère et Gaëlle Ferval là, qui sont présentes avec nous aujourd'hui et qui vont nous détailler un petit peu les contenus de cette formation. Alors c'est vrai qu'on avait un peu plus de 15 personnes inscrites ce midi. On s'est beaucoup posé la question de savoir à quel moment il fallait le faire. Il y a des gens qui sont salariés, des gens qui sont bénévoles. Voilà, donc on avait cette heure de repas. Bon, on verra si d'autres personnes nous rejoignent. Mais en tout cas, je laisse la parole à Gaëlle et Patricia. Ou peut-être, moi, je rajouterais que, en fait, effectivement, il y a une session de formation là en juillet, mais qu'il y en aura une seconde au mois d'octobre, et si nécessaire encore une troisième en 2026. Voilà, donc on veut vraiment laisser l'opportunité à des acteurs qui sont intéressés de venir. Donc voilà, pour une jauge totale là de, si on fait 30 fois 3, on arriverait à 90 personnes qui seraient formés. Donc, c'est vraiment une grande communauté qu'on a envie de construire sur le territoire. Ouais. Gaëlle, je te laisse Oui, j'ouvre cette première présentation en vous proposant une toute petite présentation de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, pour vous dire un petit peu mieux d'où nous parlons. Donc moi, je suis Gaëlle Ferval, je travaille à l'UFISC depuis une dizaine d'années. Je laisserai la parole à la déléguée générale de l'UFISC, ensuite Patricia Collerquet, qui est à côté de moi. Et donc l'UFISC, c'est une fédération, c'est une tête de réseau qui réunit des organisations professionnelles du secteur artistique et culturel. L'UFISC, ça existe depuis 2000, ça fait un petit bout de temps, et nous avons 16 membres qui représentent une diversité d'esthétique, les arts de la rue par exemple, les musiques actuelles, les lieux intermédiaires, les radios associatives, les arts visuels, les musiques et danses traditionnelles, les arts du conte et de la marionnette, et plein d'autres. Je ne vais pas toutes les citer. Ces organisations, elles représentent environ 3000 structures qui sont plutôt de forme associative majoritairement, et qui sont des structures de création, de diffusion, qui œuvrent dans les actions culturelles, qui font de l'accompagnement de pratiques. Voilà un peu pour l'UFISC, qui est vraiment un espace de réflexion, un espace prospectif de recherche et développement, en même temps que de porter des fonctions un peu classiques de réseau, c'est-à-dire qu'on fait aussi du plaidoyer, on accompagne bien sûr nos membres, et on travaille beaucoup aussi autour de la coopération territoriale et évidemment de la structuration professionnelle. Donc voilà pour une première présentation un peu rapide de l'UFISC. Et donc, je prends la suite de ma collègue Gaëlle pour vous indiquer comment et pourquoi nous sommes impliqués sur le sujet et le référentiel des droits culturels maintenant depuis de longues années. Puisque en tant qu'organisation collective réunissant à peu près 2500 structures sur l'ensemble du territoire, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que la question de la diversité culturelle et des droits culturels nous anime, et tout particulièrement par l'entrée justement des droits des personnes, des droits fondamentaux, de la capacité d'agir des personnes, et de voir comment on peut travailler à partir de la dimension culturelle, cette capacitation, cette contribution des personnes à la vie
des territoires. Suite à un certain nombre de travaux que nous avons pu faire autour de ces questions-là, nous sommes mis tout particulièrement en collectif, un collectif pour une démarche de progrès par les droits culturels, suite à l'entrée du référentiel des droits culturels dans la loi NOTRe de 2014, de 2015. Et nous avons en fait organisé un travail de discussion, un travail de débat, de questionnement, mais aussi de mise en visibilité de pratiques réelles et concrètes de ces droits culturels en acte, si je peux le dire ainsi, dans les structures, les réseaux et les collectivités ou partenaires publics avec lesquels on travaille. Et donc, dans ce cadre de ce collectif, on essaye de viser plusieurs objectifs. Évidemment, la sensibilisation des acteurs. Alors justement, une dynamique d'acteurs diversifiés et c'est assez intéressant justement le collectif, enfin le groupe là intéressé qui a traduit son intérêt pour la démarche qui est lancée par l'Agnon Trégor communauté, puisque on voit que les droits culturels s'adressent pas seulement aux acteurs artistiques, aux acteurs de la création, qui sont parfois identifiés comme les premiers du champ culturel, mais bien plus largement à des acteurs, évidemment opérateurs artistiques, mais plus largement au champ du social, au champ de l'économie sociale et solidaire, au champ de la jeunesse, au champ de l'éducation populaire, au champ de la transition écologique, et qu'aujourd'hui, on essaye de réfléchir à la manière dont ces droits culturels viennent pouvoir faire référence, pouvoir faire langage commun, pouvoir faire mise en action commune avec une diversité d'acteurs. Donc ça, c'était un des objectifs que nous avions et nous avons pu travailler, comme le Gaël indiquait, nous sommes plutôt sur des réseaux spectacles vivants, arts visuels, etc. Et par exemple, on a beaucoup travaillé avec des réseaux du livre qui ont aussi, comme vous savez peut-être, intégré notamment la notion des droits culturels dans la loi sur les bibliothèques assez récemment. Donc on voit voilà, que c'est des choses qui méritent d'être discutées de manière large. On avait également un processus à la fois prospectif et pragmatique d'analyse, puisque dans les droits culturels, et vous le traduisiez assez bien dans ce que vous nous avez renvoyé sur vos attentes et vos connaissances des droits culturels également, on a à la fois ce côté référentiel, compréhension théorique, parfois système un peu complexe de ce que sont les droits fondamentaux, et en même temps une nécessité de pouvoir pragmatiquement les mettre en œuvre et se demander comment ça vient changer, comment ça vient faire évoluer nos pratiques, à la fois individuelles, parfois même personnelles, dans nos postures, mais aussi plus collectives. Donc ça, c'est aussi un travail sur la question de l'effectivité des droits culturels qui nous a beaucoup mobilisés. La question de la formation et l'outillage voilà, des acteurs et des actrices pour accompagner cette évolution. Et donc là, on essaiera ensemble de travailler justement dans le cadre d'une formation-action, mais aussi de rencontres territoriales pour s'outiller les uns les unes les autres. Et puis enfin, élaborer aussi des préconisations collectives et des propositions pour évidemment faire évoluer nos cadres d'action de manière un peu plus structurelle également. Et ça, on essaye de le faire dans un écosystème de travail autour des droits culturels avec différentes organisations, différents partenaires. Vous en connaissez peut-être pour celles et ceux qui notamment ont déjà des connaissances sur les droits culturels, puisqu'on l'a vu dans votre inscription, avec voilà, des réseaux comme Réseau Culture 21, comme l'Observatoire des politiques culturelles, comme l'association Opal, comme le ministère de la Culture. Évidemment, il y a il y a de nombreuses structures qui sont impliquées pour essayer d'avancer sur les droits culturels. Et le propos, c'est aussi de se mettre en écosystème. Et donc, cette communauté territoriale autour des droits culturels de l'Agnon Trégor, de voir aussi comment elle va être intégrée de manière plus large, en tout cas de faire ce lien aussi avec le reste de l'écosystème.
Donc ça, c'était pour vous résumer un petit peu voilà, d'où on parle et comment nous, on a un peu bâti aussi cette connaissance, cette appropriation et cette envie de partager pour faire évoluer les pratiques autour des droits culturels. Et là, on vous mettait quelques ressources comme ça que on vous redonnera évidemment au cours de la formation, mais qui peuvent être déjà des ressources existantes et qui sont là vraiment, on a mis plutôt l'accent sur justement cette valorisation de mise en pratique à travers un travail autour plutôt des organisations collectives, des réseaux, des fédérations qui a donné lieu à cheminer avec les droits culturels et les interrogations que nous avions entre fédérations. Une série de podcasts qui est plutôt là des structures et comment elles mettent en œuvre avec tout ce que ça génère de complexité, de problématiques, de travail avec leurs équipes, etc., sur les droits culturels sur des dimensions très différentes, ou encore un ouvrage qu'on avait travaillé avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et les éditions La Tribu, qui, pareil, essaient de mettre un peu en valeur cela. Donc, vous voyez qu'on a toujours cette articulation vraiment entre la question, en effet, théorique, l'appropriation de ce référentiel, qui est quand même un référentiel international exigeant, et en même temps, la manière dont on peut progresser de manière très concrète dans ces pratiques à la fois quotidiennes, en interne, en relation avec tous les bénéficiaires, les usagers avec lesquels on travaille, et puis plus largement sur le territoire, dans les coopérations notamment qu'on peut mettre en œuvre. Peut-être un court éclairage sur ce que sont les droits culturels. Juste avant, pardon, on a oublié de le signifier, mais n'hésitez pas, je viens de le mettre dans le chat, à utiliser ce petit espace où on peut renvoyer des messages si des questions ou des remarques émergent là pendant qu'on parle. Et puis on va organiser bien sûr de petits temps de questions-réponses pendant le webinaire et puis à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses qui commencent à vous questionner. Tout à fait, Gaëlle, tu fais bien de le redire, puisque le propos, il est quand même aussi d'être dans l'échange avec vous. Et justement, peut-être juste après ce petit temps autour de quelques éclairages très rapides sur les droits culturels, on prendra le temps d'un premier temps d'échange. Donc, voilà, le propos, c'était de se redonner là sur ce webinaire de manière un peu rapide quelques éléments clés, sachant qu'on a bien vu qu'à peu près la moitié des inscrits à cette formation avaient quand même déjà des connaissances, avaient déjà identifié ce référentiel des droits culturels, voire l'avaient déjà approfondi un peu avec leur formation propre. Mais on a aussi des personnes qui sont plus aujourd'hui en découverte ou en curiosité par rapport à ces droits culturels, qui pressentent que leurs actions se situent dans ce cadre-là, mais qui ont aussi un besoin peut-être de mieux comprendre justement quel est ce cadre. Et donc, pour redonner quelques éléments, les droits culturels, là peut-être la première chose à dire, c'est vraiment que ce sont des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux, qui se situent dans le système indivisible et interdépendant de ces droits humains, selon la Déclaration universelle de 1948. Donc on se situe en effet dans un cadre international de légitimation de ces droits humains comme étant un cadre et des conditions qui permettent d'avoir une paix durable entre les personnes et donc de pouvoir reconnaître les humanités des personnes qui composent aujourd'hui notre environnement et donc qui met en exergue la question de la dignité comme élément fondamental de respect et de droit des personnes et qui essaye ensuite d'organiser à travers une déclinaison multidimensionnelle, si je peux dire comme ça, des droits, la manière de mettre en œuvre, de mettre à la fois à travers des politiques publiques et des pratiques, ces droits fondamentaux. Et on verra que ce qui est intéressant avec les droits culturels, c'est qu'ils ont une double entrée, à la fois une entrée politique, puisqu'on est sur des textes internationaux, sur des ratifications de la France à ces textes-là qui engagent les États, mais aussi une dimension plus
éthique de capacité des personnes à s'interroger et à mettre en pratique ces droits. Par ailleurs, ils ont aussi une double entrée au sens où ce sont des droits culturels. Et là, c'est peut-être, on peut en effet parler de la déclaration de Fribourg et de l'Observation générale 21 sur la participation à la vie culturelle, qui ont essayé de donner à voir ce que sont les droits culturels en essayant de reprendre la diversité, enfin la diversité, la pluralité des textes où ils étaient cités, de manière à mieux les configurer, à mieux comprendre ce qu'ils recèlent. Et on a par exemple donc l'observation 21, générale 21 sur la participation à la vie culturelle qui redonne à la fois des définitions et la capacité à la fois d'accès, de participation et de contribution des personnes à la vie culturelle. Et également la déclaration de Fribourg, qui est donc un texte issu du groupe de travail de Fribourg, donc un texte plus issu de la société civile, mais qui permet de donner une lecture à travers notamment les 8 droits qui sont posés par cette déclaration autour des questions d'identité, qui mettent en valeur la diversité aussi associée à la communauté et au patrimoine, un des éléments, enfin, un des sujets qui a été aussi posé par les inscrits aujourd'hui. Également, dans ces 8 droits, on retrouve les notions justement de coopération, de participation, qui sont des éléments fondamentaux pour organiser la manière en fait de proposer des pratiques et de s'inscrire, je dirais, dans une organisation un peu démocratique autour des droits culturels. Et puis on a aussi, je pense, 2 axes qui font aussi, enfin 2 droits qui font aussi beaucoup résonance avec les premières attentes qui ont été posées, ou en tout cas les fonctions aussi des personnes qui sont inscrites à cette formation. C'est les questions d'information et d'éducation, qui sont aussi des droits fondamentaux inscrits dans la déclaration de Fribourg et qui résonnent beaucoup avec cette relation aussi d'actions qui sont portées par vos structures sur le territoire auprès des personnes et qui peuvent être souvent des actions d'éducation artistique et culturelle, des manières d'organiser justement l'information, la communication auprès d'un public d'un public de personnes les plus larges possible en prenant en compte justement les conditions de toutes ces personnes. Donc ça, c'était un petit peu pour vous redonner quelques éléments sur le contenu en fait de ces droits, mais fondamentalement, ces droits, ils sont cette exigence de respect de la dignité des personnes dans la prise en compte de la singularité de leurs identités culturelles, empreintes de leurs références et de leurs ressources culturelles, de manière à essayer de reconnaître en fait les personnes comme contributrices de culture. Donc c'est vrai qu'on sort un petit peu d'une manière de penser qui était plus celle de l'accessibilité à une culture, pour se dire les personnes, toutes les personnes sont des êtres de culture et sont en capacité d'apporter à la vie culturelle. Et donc, on a un besoin collectivement de faire progresser ces libertés, ces responsabilités et ces capacités des personnes à venir participer à la vie culturelle pour enrichir en vérité notre humanité et notre manière de faire humanité ensemble, si on reprend aussi une manière de dire de Jean-Michel Lucas notamment, qui a beaucoup porté ces droits culturels. Ça nous occupe aussi, je pense, de plus en plus dans nos champs d'activité et nos pratiques, non seulement parce que c'est porté par des initiatives d'actrices et d'acteurs qui ont envie de mettre au cœur de leurs travaux cette question de la dignité, cette question de la relation aux personnes, cette manière de penser leurs pratiques, mais aussi parce que les droits culturels se sont affirmés dans les lois françaises, non seulement par leur ratification internationale, mais aussi plus récemment
dans la loi NOTRe, qui est les nouvelles organisations et là, voilà, j'ai un petit du territoire de la République, voilà, et qui a organisé notamment la question des compétences entre les différentes collectivités et qui, sur cette entrée des droits culturels, a posé les responsabilités partagées des collectivités et de l'État dans des politiques en matière culturelle. Et là, c'est aussi très intéressant parce que ça nous permet de pouvoir réfléchir aujourd'hui à une traduction de ce référentiel des droits culturels dans un champ d'intérêt général pour essayer d'articuler les différentes responsabilités et d'essayer de penser un peu leur co-construction à l'aune de ce paradigme qui est celui de la contribution démocratique des personnes à cette vie culturelle. Voilà, et donc après, je vous ai déjà un petit peu dit que ça invitait à ce questionnement réflexif et éthique, puisque évidemment, c'est un questionnement permanent que de penser comment traduire cette exigence des droits fondamentaux au sein de ces pratiques. Et donc, on verra que sur les droits culturels, on a à la fois une entrée de mise en place de ces droits, ou d'essayer de mettre en travail. Nous, on dit souvent mettre en travail parce que voilà, on est dans un travail continu autour de ça, mais à la fois de mettre en place ces droits culturels en tant que contribution des personnes à la culture, mais aussi la dimension culturelle des autres droits. Donc, c'est aussi de se dire comment, quand on pense la question du droit à l'alimentation, quand on pense la question du droit à la santé, quand on pense la question du droit même à l'emploi, quand on pense la question voilà, de tout ce qui organise ces droits fondamentaux, on pense aussi à leur dimension culturelle et on essaye de penser comment les personnes, à partir de leur identité culturelle, leurs références culturelles, la diversité culturelle, on va permettre d'avoir un ajustement de ces droits fondamentaux à leur situation et leur communauté culturelle. Voilà, peut-être Gaëlle, si tu veux ajouter un mot sur ce sujet. On va voir ensuite, hein, mais c'est bien pour ça qu'on propose alors plusieurs sessions, certes, mais des formations de 3 jours. Ça peut paraître beaucoup. En fait, ça passe, non seulement ça passe très vite, mais en fait, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour commencer déjà à mettre en place un vocabulaire commun autour de ces droits. Donc, vous avez déjà peut-être compris qu'ils n'étaient pas si faciles que ça à saisir et dont les implications sont importantes. Donc, voilà, 3 jours de formation pour un vocabulaire commun, pour bien tirer les fils et explorer un peu mieux la façon dont on peut mettre en place une démarche de progrès parce que on va bien s'inscrire dans un processus et on va se donner le temps pour ça. Alors, pendant ces 3 jours, il s'agira de mieux comprendre. Alors, Patricia en a dit un petit peu quelques mots, mais la façon dont ces droits culturels ils s'intègrent dans le corpus des droits humains fondamentaux. Tu parlais de la dimension culturelle que ces droits spécifiques apportent aux autres droits et comment est-ce que ils s'enchâssent les uns dans les autres pour essayer de prendre en compte cette identité culturelle des personnes qui a été si longtemps difficile à saisir et qui fait encore débat à plein d'endroits. On explorera aussi la façon dont les droits culturels s'inscrivent de façon effective, de façon un peu concrète dans les projets et dans les pratiques professionnelles. Et puis, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair sur la façon aussi dont on peut les traduire de manière aussi très concrète et effective dans les politiques publiques. Au niveau de la coopération territoriale et puis plus particulièrement aussi sur vos territoires, enfin sur les territoires et sur le vôtre, parce que l'idée c'est bien de partir de vos réalités de terrain et de la façon dont vous avez envie de vous les approprier. On essaiera de voir ensemble avec des animations très participatives. Comment est-ce qu'on peut imaginer un changement de paradigme ou en tout cas une évolution ou en tout cas une façon des fois de trouver les mots pour dire un peu les pratiques et pour se projeter, avoir des objectifs à faire rentrer dans un processus de travail en coopération les uns avec les autres. Alors on a déjà bien pris connaissance des attentes que vous nous avez transmises qui sont très riches. Merci beaucoup. Il en sort évidemment un besoin d'outillage. Donc, c'est à chaque fois qu'on parle de droit culturel,
effectivement, ce qui ressort, c'est que ils sont tellement difficiles à saisir qu'il faut des exemples concrets pour pouvoir manipuler un peu mieux ce référentiel. Donc, on va s'y atteler. Et puis, il y a aussi des attentes de vos parts autour d'axes un peu plus spécifiques qui font écho à ce que vous travaillez au quotidien. Donc, il y avait, par exemple, comment prendre en compte les droits culturels autour de la notion de patrimoine, sur la lecture, sur la culture scientifique, et puis plus généralement sur la coopération territoriale. Peut-être que là, c'est le moment, si vous avez des attentes auxquelles vous pensez ou que vous souhaitiez préciser, ou qui viennent aussi d'émerger là avec tout ce qu'on s'est dit, on peut prendre un premier temps d'échange. Voilà, plus spécifiquement peut-être sur vos attentes et vos envies, peut-être un peu moins dans le détail sur la formation telle qu'elle va s'organiser, puisque ça on refera à la toute fin du webinaire, on reprendra quelques questions si vous souhaitez plus pragmatiquement savoir comment est-ce qu'on organise la programmation de ces 3 jours. Donc, est-ce que certaines, il me semble qu'il n'y a rien noté encore dans le chat. Ah si, il y a quand même des petites questions, pardon, j'avais pas ouvert. Alors, peut-être que ça peut être l'occasion aussi de rendre ce webinaire un peu plus vivant. Peut-être, je vois notamment Cécile qui a été la première à poser une question. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour, pour peut-être préciser cette question-là et en profiter pour vous présenter? Après, on peut aussi, je peux me contenter de la lire, la question, et on va tenter d'y répondre. Bonjour, donc je suis Cécile Mangin, je suis metteur en scène pour la compagnie Nabawaku et directrice de projet. Donc je développe depuis 20 ans des projets de territoire autour de la création avec tous les acteurs de terrain qui sont intéressés par les questions que l'on aborde. Le premier acteur de terrain avec qui on a travaillé, c'est Christophe Velin, qui est là avec nous. En fait, ma question concerne les élus. Et le travail qui est nécessaire depuis des lustres auprès des élus pour un travail pédagogique en fait, Euh, pour être bien sûr que en tant que chef de pont d'une communauté, il soit convaincu de la nécessité des droits culturels. Enfin de la nécessité de l'application des droits culturels qui sont dans la loi et dans les traités fondamentaux. Sans les élus, ben, des équipes comme euh, Maïwen ou Carole, ben, on ne peut pas avancer, quoi. Donc pour des compagnies, c'est pareil. Donc voilà, quelle est leur demande? Est-ce qu'ils sont demandeurs de quelque chose? Et est-ce qu'il y a des actions qui sont menées? Et effectivement, vous parliez de démarche de progrès. Est-ce qu'il y a des progrès? Alors, attends, je peux peut-être répondre en partie à Cécile. Les élus, déjà ceux de l'Alliance Trégor Communauté, ils sont bien évidemment euh, engagés d'une certaine façon du fait même de cette démarche et de sa mise en œuvre par l'Alliance Trégor Communauté. Donc, alors évidemment à des degrés divers, mais c'est une démarche qui a été partagée avec la commission culture, qui est portée bien sûr par le vice-président à la culture, Guirec Caran. L'invitation à ce webinaire et à la session de formation, elle a été aussi adressée à tous les élus de la commission culture. On a d'ailleurs une élue de la commission culture qui est avec nous aujourd'hui, donc Nolwenn Morvan, qui est élue à Quatascorn, si je ne dis pas de bêtises. Poitevin. À Poitevin. Pardon. Poitevin, pardon. Je savais que j'avais une chance sur deux. Il y a en principe aussi deux élus qui devraient sans doute être présentes enfin en tout cas qui ont manifesté leur intérêt pour la formation du mois de juillet. Euh, voilà. Et puis j'ai envie de dire aussi qu'en territoire rural, on a plus de chances, enfin ça c'est ma vision des choses, mais de toucher les élus, c'est tout un chacun. Enfin, je veux dire,
des métiers, ils sont dans la vie, euh, voilà, aux côtés des uns et des autres. Donc oui, bien sûr, cette démarche, elle est partagée avec les élus. Et après, euh, quand on parle d'une démarche de progrès, c'est que bien évidemment, c'est pas par un coup de baguette magique. On va tout d'un coup, voilà, réunir tout le monde, que tout le monde adhère, que tout le monde partage, mais que c'est aussi l'objectif de la constitution de cette communauté, finalement, autour des droits culturels, c'est que je pense que on est nombreux, que les acteurs sont nombreux à agir, mais n'ont pas forcément l'outillage théorique pour défendre ce qu'ils font, et que le fait de partager comme ça un bagage théorique, de partager une analyse de pratique, ça peut permettre justement à renforcer la défense des projets artistiques et culturels auprès des élus. Voilà. Donc c'est une démarche de long terme. Ouais, merci. Juste, il y a un élément qui est énorme que je ne connaissais pas moi du tout et c'est la loi NOTRe. Je viens de la découvrir en fait. Et ça donne un cadre quand un artiste s'exprime face à un élu, fait une proposition de projet, etc., etc., et qu'il arrive avec son cœur et avec ses idées, et avec ses idéaux. Bon, mais si effectivement il y a un cadre plus proche de nous en France, plus proche de nous dans le temps comme la loi NOTRe, on s'adresse avec des termes et avec un contexte qui est peut-être plus facilement partageable avec les élus ou les techniciens qui travaillent au service d'une communauté, quoi. Voilà. Merci. Alors, sur les questions qui nous restaient, Moi, j'aimerais bien bien juste, sûr, excusez-moi, je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne me vois pas, alors ça me fait bizarre, on vous voit. mais vous me voyez, ok. Ouais, moi je voudrais juste rebondir sur cette question-là, parce qu'il y a une vraie, à mon sens, il y a une vraie disparité dans l'implication des élus sur l'accès à la culture, avec parfois une vraie confusion entre le festif et le culturel, même si les deux peuvent se rejoindre très souvent. Là, on achoppe vraiment à faire une distinction en fait, sur le sens de l'action. Et aussi, pour moi, il y a une grande disparité sur la question des respects des métiers. C'est-à-dire qu'on a des élus qui, par exemple, sont très conscients, présents et engagés sur la question, par exemple, je pense, des déclarations, des respects de rémunération. Et on assiste, par contre, à des pratiques complètement ancrées de confusion entre quelque chose qui serait professionnel, non professionnel, et assiste à moi je trouve à des abus en termes justement de montage de projet avec des rémunérations qui sont juste pas légales en fait. Voilà. Donc moi je pose quand même cette question dans le déploiement des débats culturels, des actions culturelles sur le territoire, de l'égalité entre des structures qui jouent une carte légale, je veux dire de respect, notamment des métiers, et des structures qui, en sous-marin, agissent clairement en favorisant le travail au noir. Voilà, et je pense que ça, c'est un message à faire passer aux élus de manière plus générale, peut-être aussi dans le cadre directement soit du du conseil des maires ou du conseil communautaire. Alors peut-être sur cette question-là, qui est une question importante en effet sur la diversité des initiatives et sur la manière aujourd'hui dont on arrive aussi à construire justement les coopérations sur les territoires et puis à respecter la diversité des initiatives qui sont en effet dans des cadres différents, qui peuvent être des cadres amateurs, des cadres professionnels. Et s'ils sont dans des cadres professionnels, la nécessité en effet de respecter les cadres de droits sociaux, les cadres légaux en place. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'organisation professionnelle, on est beaucoup aussi sur ces sujets et cette question, elle peut être complètement abordée dans le cadre des formations que l'on propose parce que le propos, c'est justement de se redire que
on a un droit fondamental qui est le droit culturel des personnes avec ce droit fondamental d'expression des personnes, de participation des personnes, d'une liberté d'expression à défendre, et on sait à quel point ça peut être compliqué aujourd'hui de la faire vivre et de la promouvoir, et de justement penser quelle organisation on va pouvoir mettre en œuvre de manière à la protéger et à la développer au mieux, notamment dans le cadre de politiques publiques, mais également dans le cadre d'organisations de pratiques professionnelles qui soient les plus, je dirais, mieux disantes et qui évidemment évitent les formes de précarité. Voilà. Et c'est aussi à la fois prendre en compte et c'est aussi ça qui est intéressant dans la diversité des personnes qui pourront être rassemblées dans cet espace de la formation, c'est d'essayer de composer à travers la légitimité des différentes parties prenantes du territoire sur la manière d'organiser et de faire progresser ce droit fondamental. Et justement, en posant ces différentes légitimités, posant ces différents regards, posant ces différentes parties prenantes, aussi de travailler à l'organisation de la condition de mise en œuvre de ces projets, une fois de plus, dans leur diversité. Je vois également une remarque. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous souhaitez peut-être nous en dire un petit peu plus? En fait, Gaëlle, ta voix a été coupée à un moment, du coup, on ne sait pas de... Pardon, excusez-moi. Je voulais proposer à la personne qui nous a écrit un petit message autour d'un projet sur un jeu itinérant autour des droits de l'enfant, d'éventuellement nous en dire un tout petit peu plus et de prendre cette occasion pour se présenter. Je suis Sandy Crampon. Alors moi, je ne vous vois pas non plus. Vous me voyez peut-être. Voilà, je suis Sandy Crampon, la directrice de la bibliothèque du Trégor. Et je vous remercie déjà de m'avoir invitée à cette formation où j'en prendrai grand plaisir. En fait, oui, ça a été vraiment un sujet qui est souvent abordé soit par les enseignants, soit par les professionnels sur comment aborder ces droits ou les droits de l'enfant. Donc moi, je vais être plus restreinte, ce sera sur les droits de l'enfant, mais il y en a quand même énormément. Et du coup, bien sûr, dans ce grand jeu, sera abordé le droit culturel. Et du coup, je n'aurai pas la chance de faire toutes les formations sur tous les droits, mais ce droit, en effet, m'intéresse beaucoup. Et en effet, et aussi toute la coopération qui en vient aujourd'hui pour le territoire d'LTC et cette envie de proposer des pratiques, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous a bien entendu et on vous voit. Merci. Et c'est vrai que c'est très intéressant justement de penser la question des droits de l'enfant, parce que là, on est vraiment comment est-ce qu'on va travailler la dimension culturelle des droits de l'enfant. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi à penser dans justement la relation avec les enfants, la légitimité qu'on leur donne, la prise en compte de leurs propres ressources culturelles dans tout le travail autour de leurs droits. Et notamment, je pense que pour nous, en tant qu'acteurs, et notamment ici sur l'Anion Trégor communauté, la question de l'éducation artistique et culturelle, la question voilà, des relations qui s'expriment dans ces différentes activités, elle peut être tout à fait intéressante à travailler justement avec ce référentiel des droits culturels, articulé au référentiel des droits de l'enfant. Donc, ce sera très intéressant d'avoir aussi votre témoignage et vos contributions sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main aussi pour qu'on puisse peut-être vous identifier s'il y a des questions. Je me propose de reprendre la main, à moins qu'une question brûlante soit sur le point d'être posée, mais je ne crois pas. Et puis ensuite, on va vous reproposer d'échanger. Avant que Patricia, tu nous précises un petit peu les objectifs de la démarche, peut-être je reviens simplement sur cette idée de communauté apprenante.
autour de laquelle enfin, qui est accolée à la démarche et qui nous paraît particulièrement importante. Donc, toute la démarche et la formation s'inscrit dans un processus qui est coopératif, qui est souple et qui est ouvert. Et la formation des 3 jours sera le premier jalon pour la constitution de cette communauté apprenante. Alors, peut-être une précision. L'idée, c'est pas de faire... en fait, on va proposer plusieurs sessions, a priori, de la même formation de 3 jours pour que le plus de personnes possible puissent y participer. Donc, on va pas forcément découper non plus les 3 jours en termes de droit. Donc, c'était juste pour réagir à ce que j'ai cru que vous aviez compris, Sandy, autour des droits. On va pas prendre... Alors, dans la déclaration de Fribourg, on nous propose une lecture des droits culturels à travers une traduction en 8 droits fondamentaux. On va pas forcément suivre, faire une entrée évidemment par silo et par droit, parce que ce serait complètement pas du tout cohérent avec au contraire ce que nous proposent les droits culturels en termes de transversalité et en termes de voilà cette idée-là qu'on met la personne au centre et puis que c'est vraiment essayer de construire une cohérence entre l'individu et puis le multiple, entre l'individu et l'humanité entière. Enfin bon, voilà. Donc on fera pas une proposition comme ça en silo sur ces 3 jours. Voilà, mais on va y revenir, on va vous proposer un petit programme et le programme de ces 3 jours, de toute façon, sera vraiment, on va essayer de le construire de la manière la plus adaptée et la plus en cohérence pour répondre au mieux à vos attentes. Donc cette communauté apprenante, elle va être composée d'une diversité de parties prenantes. C'est bien ça qui va rendre les choses intéressantes. Et donc elle s'inscrit toujours, on l'a dit, dans un processus. Alors les 3 jours de formation, ils vont nous permettre de commencer à poser déjà de l'interconnaissance. Je suis pas sûre, je sais pas à quel point vous vous connaissez tous et toutes entre vous, mais nous en tout cas on aura besoin d'en savoir un petit peu plus. Et puis l'idée c'est de poser aussi ces 3 jours dans une forme de convivialité, d'écoute bienveillante et attentive. On va travailler évidemment à la liberté d'expression de chacun et de chacune et vraiment insister sur le fait que toutes les paroles sont légitimes. Et puis bien sûr, l'idée c'est de vous transmettre au maximum nos connaissances et la façon dont on les travaille aussi avec les parties prenantes de la démarche que donc nous à l'UFISC on a entamé il y a déjà plusieurs années. Donc voilà, partage de pratiques, coproduction de savoir avec vous. Et puis bien sûr, on va vous donner des repères sur les droits culturels et ensuite plus spécifiquement sur les axes de travail que vous souhaitez travailler avec nous, avec des exemples le plus concrets possible et aussi de l'analyse de pratique pour essayer de voir un peu plus finement la façon dont vous travaillez déjà et la façon dont vous souhaiteriez vous projeter avec de nouveaux outils dans votre valise que sont les droits culturels. Et l'idée, bien sûr, c'est de progresser ensemble. Donc, sur les objectifs, Gaëlle a Non, déjà... Oui. je voulais juste préciser, dans les personnes qui ont jusqu'à présent manifesté leur intérêt pour la formation, on a vraiment, parce qu'effectivement, tu posais la question, Gaëlle, je ne sais pas si vous connaissez entre vous. Alors, moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens ne se connaissent pas. Dans les personnes qui sont là aujourd'hui ou qui ont manifesté leur intérêt pour la formation en juillet, on a vraiment des profils extrêmement variés. On a des salariés, on a des bénévoles, on a des gens du champ du spectacle, de la lecture, de la culture scientifique, de la musique, du patrimoine. On a des élus, on a des salariés, ça je l'ai dit. On a aussi des acteurs du champ social ou médico-social. Et donc, c'est au-delà de l'apport de la formation dans ces contenus, qui est bien sûr essentiel, c'est aussi un espace assez rare, on va dire, de mettre en travail, en réflexion et en lien les uns avec les autres des personnes, puisqu'on n'a pas d'espace de ce genre, en fait. Aujourd'hui, sur le territoire, on a les commissions qui sont constituées d'élus, on a le conseil de développement, qui est quand même un espace aussi de la société civile. Et puis, on a très
ponctuellement, mais au gré des projets ou des dispositifs, l'occasion de réunir quelques acteurs. Par contre, il n'existe pas aujourd'hui d'espace comme celui qu'on propose euh, de, de mise en relation et de mise en travail de personnes qui viennent d'horizons vraiment très différents. Et puis, ça s'inscrit plus largement, j'aurais dû le dire en préambule, dans une démarche d'interconnaissance qu'on anime depuis 1 an et demi autour de l'éducation artistique et culturelle notamment, mais pas que. Voilà, donc voilà, petite précision sur un petit peu le périmètre enfin, le contexte aussi et le périmètre de cette session qu'on propose au mois de juillet. Et plus largement sur la démarche globale, parce que c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, comme on disait, c'est un peu un processus de travail un peu dans la durée, dans lequel s'engage aussi la Nyon Traeger communauté avec plusieurs moments. Une formation en juillet, la deuxième même formation, mais avec un groupe différent en octobre, et puis un temps de rencontre public sur le territoire que l'on fera sans doute novembre-décembre, mais qui va être aussi un moment où on va pouvoir tous se rassembler et approfondir ce qui aura été vu en formation. Et bien sûr, le propos, c'est aussi de travailler avec notamment Carole et Maïwen sur l'articulation que ces temps vont permettre de décliner avec peut-être d'autres moments prévus sur l'année. Donc le propos, c'est vraiment voilà, d'essayer de faire émerger cet espace, comme le disait très bien Maïwen, d'interconnaissance, de s'approprier un petit peu les choses ensemble. Ce référentiel des droits culturels, il est à la fois pas simple et en même temps très, comment dire, ancré en chacun d'entre nous lorsqu'on parle de la question des dignités et des libertés. Il est à la fois très pluriel dans la multiplicité des dimensions qu'il porte. Donc c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir une richesse de regard et de pratiques et d'expériences et de questionnements et de problématiques qui sont apportées. Et c'est un peu ainsi que on va pouvoir un peu tous investir ce lieu de mise en travail des droits culturels, parce que aujourd'hui, ce qu'on nous demande souvent quand on fait des formations, c'est est-ce que vous auriez la boîte à outils de comment je fais bien les droits culturels et comment j'arrive à les appliquer dans ma structure. Et en fait, ce qu'on répond souvent, c'est qu'il n'y a pas une boîte à outils toute faite. Au contraire, on est tous en train de créer à travers nos différentes expériences, à travers la manière dont on envisage de les mettre en œuvre, dont on fait, on s'y essaye, on va dire, on y porte de l'exigence, on va, avec la richesse de la valorisation des actions qui sont faites, créer ensemble cette boîte à outils, créer l'attention aux conditions favorables pour les mettre en œuvre, créer des cadres, des principes pour mettre en place ces cadres de travail, etc. Et donc, le propos un peu de ce processus, c'est de se dire, bah voilà, comment sur le territoire, à partir de vos expériences de vie, de territoire de vie, on va pouvoir ensemble un peu se créer notre petite boîte à outils là-dessus. Et donc, ce qu'on vous propose tout au long de la démarche, on l'a déjà un petit peu dit, mais peut-être pour bien le formaliser, c'est en effet à la fois avoir vraiment des temps de compréhension, d'appropriation un peu théorique de ce que sont ces droits culturels à partir des repères historiques, des textes de référence, à partir de la définition, comme on l'a fait sur la déclaration de Fribourg, et puis d'essayer un peu de comprendre quelle est la portée politique et éthique de leur mise en travail, qu'est-ce que ça vient changer, qu'est-ce que ça vient activer, déconstruire parfois. Donc ça, plutôt dans un cadre un petit peu d'appréhension collective et de questionnement collectif, mais en effet aussi d'apport théorique. Il y a aussi la manière dont, quelque part, on va essayer de penser et d'organiser les formations en mettant en place des méthodes participatives au sens de favoriser l'expression de la diversité des participants et participantes, au sens justement d'essayer de coproduire un petit peu ensemble les ressources outillantes, parce que ce temps de la démarche doit être aussi imprégné de ce référentiel et de ces principes des droits culturels. Donc, c'est essayer un peu de vivre ensemble ce qui pourrait être des cadres facilitateurs de mise en place de ces droits culturels.
Ce qu'on va essayer également de pointer et peut-être de mettre en focus, c'est justement comment est-ce qu'on peut penser un cadre de travail, un espace de travail qui permette de favoriser l'expression des personnes en tenant compte de leur diversité culturelle et en tenant compte de la qualité de la relation, parce que c'est vraiment ce qui est au cœur aussi de ces droits culturels et de la manière dont très très concrètement on va pouvoir être, comme le disait Gaëlle, dans une posture d'écoute, dans une posture de bienveillance, dans une capacité à faire un peu de débat collectif, à prendre en compte les légitimités des uns, des unes et des autres, à faire attention à la manière dont comment dire, on s'adresse, on dialogue, on pose un travail collectif, on coopère peut-être en identifiant des possibles. Voilà, donc ça va être aussi un des objectifs clés de la démarche. La question de l'analyse, voilà, tous dans notre écosystème autour des droits culturels, on pose le principe de l'analyse de pratique comme un des éléments clés pour pouvoir réfléchir à partir de ses propres expériences, de ses propres situations, de ses propres problématiques, les lunettes des droits culturels et de se dire, ah ben, à cet endroit, je rencontre des tensions. À cet endroit, bah, ça vient m'apporter de la valorisation sur des capacités que j'étais en train de poser. À cet endroit, bah, je m'aperçois que j'ai pas peut-être identifié les partenaires pour pouvoir construire plus collectif. Donc, on va essayer un petit peu de travailler et surtout de vous apporter quelques méthodologies pour cette analyse de pratique et qui va conduire évidemment, ce que disait tout à l'heure également Maïwen, peut-être à une meilleure possibilité de développer des argumentaires adaptés au regard de vos actions, de votre projet, de vos stratégies aussi au niveau du territoire et d'avoir un argumentaire qui prenne en compte ces droits culturels. Et enfin, dernier élément, bah, c'est aussi se projeter, justement, quand on dit progresser, c'est non seulement analyser ces pratiques pour se dire, bon, bah, à tel endroit, on fait du diagnostic, on est peut-être très bon, ou au contraire, on est un peu moins bon, mais c'est aussi comment on va tenir compte de son cadre environnement, tenir compte des leviers ou au contraire des freins pour essayer de projeter bah, une progression de son projet et de le formaliser en termes d'action. Et ça, c'est vrai qu'on peut le penser évidemment à l'aune de la structure, mais aussi plus largement à l'aune du territoire. Et donc, c'est un peu dans ces objectifs-là qu'on va essayer de construire ensemble cette fameuse boîte à outils voilà, pour essayer de progresser dans nos pratiques de droit culturel. Et donc, voilà, comme je le disais en tout début, ce sera un peu à travers ces 3 temps qu'on vous le proposera. Et peut-être, juste avant qu'on reprenne quelques questions, donner quelques éléments un peu plus précis sur le déroulé de la formation, qui va être donc le premier temps d'accueil et de construction de cette communauté. Oui, alors on en a déjà parlé un petit peu, hein, juste peut-être vous dire rapidement les principales thématiques abordées, mais on y intégrera également bien sûr les thématiques que vous souhaitez aborder. Donc il va y avoir évidemment la notion incontournable quand on parle des droits culturels, de diversité culturelle. On parlera responsabilité, liberté, démocratie, éthique de la relation, réciprocité, coopération. Et donc voilà, on vous les a mis là. Le PowerPoint va vous être transmis bien sûr. Et puis un programme de formation en amont de celle-ci. Et puis on intégrera aux principales thématiques également les notions de patrimoine, la façon dont on peut réfléchir les droits culturels à travers le prisme de la culture scientifique, c'est-à-dire comment est-ce que aussi à un moment donné on fait entrer dans le champ de la culture, dans notre acceptation de ce mot-là, l'ensemble des pratiques au-delà des pratiques artistiques. Et puis on va évidemment parler beaucoup aussi de la coopération territoriale. Il va y avoir des interventions. Je peux déjà citer une intervention de Cécile Offroy, qui est sociologue, qui travaille beaucoup sur les droits culturels et notamment dans le cadre d'une formation qui est dispensée au CNAM à Paris.
Et puis, évidemment, des ressources qui vous seront transmises plutôt après, histoire de ne pas se noyer complètement dans les ressources avant de commencer à travailler ensemble, et qui prendront la forme d'un Padlet et d'un livret de ressources. Juste, je reviens un petit peu en arrière. Il y a quelque chose que j'avais envie de dire tout à l'heure quand on parlait justement de ce processus et de cette communauté apprenante, juste pour glisser qu'on a déjà accompagné pas mal d'acteurs et d'actrices culturelles sur ces questions de droits fondamentaux, de diversité culturelle, de droits culturels. Et je pense notamment à un territoire dans le Lot, sur lequel on a eu un processus d'accompagnement qui s'est mis en place il y a maintenant quelques années. Et juste pour vous dire que cette communauté apprenante qui a démarré à l'occasion de cet accompagnement, en fait, existe toujours, et que ça a permis de voir naître des coopérations sur des projets artistiques, mais aussi des coopérations euh, matérielles, et toujours une hygiène de travail en commun, ensemble. Voilà. Et que donc, c'était juste pour revenir dans la façon dont, voilà, ne préjugeons pas de la façon dont ça peut se passer ensuite, mais vraiment l'idée, c'est de se mettre ensemble à un pied à l'étrier pour un travail plus coopératif et pour habiter le territoire différemment, et questionner un peu nos postures pour essayer de se mettre justement au service du territoire et de voir comment on organise la participation des personnes. Parce que oui, effectivement, il y a eu la loi NOTRe et ça, c'est un levier important. Et ensuite, il y a eu la loi LCAP qui est repassée par-dessus, ce qui était encore un nouveau levier important. Enfin voilà, cette histoire de droit culturel, on n'en est finalement qu'au tout début. On vous propose, et on vous laissera peut-être, vu l'heure qui tourne un peu, relire tranquillement à tête reposée les premières choses qu'on a posées sur le programme des 3 jours. Mais encore une fois, il y aura un programme beaucoup plus détaillé qui vous sera envoyé suite à vos inscriptions sur les différentes sessions de formation. Peut-être on peut juste dire qu'en effet, la première journée est vraiment consacrée au contexte général, la présentation des droits culturels. Donc, on est vraiment dans un moment d'interconnaissance du groupe, de récolte des attentes, de ce qui est pensé autour de ce référentiel, et puis d'apport plus théorique. Un deuxième temps, le deuxième jour, qui va être plutôt justement autour de commencer à réfléchir autour de la déclaration de Fribourg, les 8 droits, comment est-ce que on intègre je dirais, voilà, cette déclinaison peut-être plus concrète des droits, et puis d'essayer de commencer à partir d'analyses de cas, de témoignages, essayer de rendre concret ces droits culturels. Et un dernier jour où on sera vraiment à partir de vos expériences aussi, à la fois dans une question de savoir parler, de savoir argumenter autour des droits culturels à partir de son projet, mais aussi comment est-ce qu'on peut se projeter sur aussi une logique d'action. Sachant qu'on aura ce dernier temps, hein, comme je le disais, après les 2 formations, un temps tous ensemble où justement on pourra être là encore plus dans la question des expériences, dans la question des récits, des témoignages qu'on va se donner, et la manière dont on peut penser le développement de vos projets et des collaborations possibles autour des droits culturels. Et donc voilà, on appelle vraiment à manifester votre intérêt, je crois. Hein. C'est ne pas hésiter, je pense, vraiment à revenir vers Carole et Maïwen. Il y a les dates de formation. Alors pour le moment, on a posé les dates de formation de juillet, 2, 3 et 4 juillet. Celles d'octobre sont encore, on prévoit une semaine, mais voilà, on n'a pas encore complètement posé les dates, sauf si je me trompe, mais Carole, Maïwen, vous me corrigez si besoin. Et le propos, c'est vraiment, n'hésitez pas, même si les dates ne sont pas possibles, à manifester votre intérêt, puisque comme vous l'avez compris, c'est un processus de travail de long terme. Il y aura des temps aussi plus ouverts auxquels vous pourrez participer, et potentiellement ça continuera sur peut-être 2026. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant pour nous de savoir qui est intéressé à ce travail-là, et vraiment qu'on puisse réfléchir à la meilleure articulation possible pour proposer à tous ceux qui sont intéressés de pouvoir rentrer
dans ce processus de communauté. Donc, ne vous laissez pas intimider ou je dirais être exclu par la question des dates et des formes un peu logistiques. Je pense que dans tous les cas, c'est intéressant que vous puissiez manifester cet intérêt. Et peut-être après, je laisse la parole à Carole sur la partie un peu plus des inscriptions. Je pense qu'il y aura un formulaire qui sera diffusé. Et puis nous, avec Gaëlle, on fera évidemment une feuille de route et un programme pour la formation. Mais peut-être, Carole, si tu veux aussi dire où ça va se passer, notamment pour juillet. Oui. Alors la première formation là, en juillet, en tout cas, se déroulera à l'Espace Sainte-Anne à Lannion. Voilà, on a réservé des salles pour pouvoir travailler ensemble. Donc, rappelez aussi que la formation, elle est prise en charge par l'Agnon Trésor Communauté, mais vraiment avec l'importance que les personnes s'engagent quand elles, bien sûr, quand elles s'inscrivent. C'est vraiment, voilà, il faut venir lors de cette formation, une formation hyper intéressante et sur laquelle il faut vraiment s'engager. Et puis, alors comment ça va se passer? Je pense qu'en fait, déjà, on va rediffuser le replay du webinaire pour faire un nouvel appel à intérêt. Voilà, on va relancer. Et puis qu'on va en même temps vous envoyer un lien d'inscription pour la formation avec des questions peut-être qui intéresseront Patricia et Gaëlle pour préparer au mieux voilà, le contenu. Donc voilà, de toute manière, on a vos coordonnées, donc on enverra la présentation, bien sûr, le PowerPoint, le replay. Vous pouvez aussi le diffuser de votre côté. Hein, ce replay à des personnes qui, voilà, vous pensez qu'ils pourraient être susceptibles d'être intéressés. Donc, on l'a rappelé, des bénévoles, des salariés, des élus, des acteurs culturels, mais aussi des acteurs du social. C'est important aussi que les publics soient représentés lors de cette formation, des acteurs du médico-social. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser cette possibilité. Voilà, je pense que j'ai dit les infos essentielles. Et donc, nous avons encore un petit temps. On est à peu près à l'heure qu'on avait prévue hein, sur ce webinaire, mais si vous avez peut-être des dernières questions ou remarques que vous souhaiteriez nous faire, des précisions à nous demander, n'hésitez pas. A priori, tout le monde a très faim. On a réussi à répondre peut-être à toutes vos questions, en tout cas les premières questions. Eh ben, c'est parfait. Si ça vous paraît clair, je dirais que nous, on aura vraiment plaisir à vous retrouver en juillet, en ce début d'été pour ce temps de formation. Et qu'en attendant, on reste évidemment à votre disposition pour répondre dans l'intervalle à toute question. Merci. Et puis, à très bientôt à tous. Alors, on espère vous retrouver en juillet ou en octobre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée. À très bientôt. Est-ce que je mets On va peut-être rester en ligne, Gaëlle et Patricia.